السلام عليكم الزول الفلاون الحمد لله راكم قاع بخير. Eh ben écoutez, comme tous les jours, j'essaie de garder le sourire, de garder la tête froide, comme vous toutes et vous tous, je présume. Mais nous allons continuer à défendre l'Algérie, les intérêts supérieurs de l'Algérie, que les choses soient claires. En tant que citoyen algérien qui a renoncé à sa nationalité française en 2013, suite à un engagement que j'ai pris auprès de mon défunt papa Rabbi Yarhamou, mon unique objectif est de défendre les intérêts supérieurs de l'Algérie. Et si je vois qu'il y a des femmes ou des hommes politiques qui vont dans ce sens-là, comme cela est le cas depuis mai 2017 avec l'ancien chef du gouvernement, Sir Abdelmajid Tebboune, car en mai 2017, j'étais le seul opposant à le soutenir. Oui, je dis bien le seul opposant. Et deux vidéos en font foi. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été limogé injustement en août 2017, j'ai organisé 2 rassemblements pacifiques pour dénoncer ce coup d'État politique. Pourquoi j'ai soutenu le président Sir Abdelmajid Tebboune lorsqu'il était chef de gouvernement? C'est parce qu'il avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et c'est parce qu'il avait lutté contre la corruption, parce qu'il avait lutté contre les forces de l'argent au sein du gouvernement algérien qu'il a été limogé injustement. Donc, c'est parce qu'il a lutté contre la corruption que je l'ai soutenu. Mais s'il y a d'autres hommes ou femmes politiques qui luttent aussi contre la corruption, évidemment que je vais les soutenir, pas en tant que personne, mais en tant qu'engagement à lutter contre la corruption. Alors avant de poursuivre cette vidéo, toujours autour des pressions que l'Algérie subit de ce prix Nobel de la corruption qui s'appelle Total, je vais commencer par remercier 2 personnes. La première personne, c'est monsieur Khalid Léon, qui a publié une vidéo qui va dans le sens du combat contre la corruption. Donc je tiens à lui dire merci pour cette vidéo, car nous avons un objectif commun, c'est-à-dire lutter contre des entreprises corruptrices comme Total. Encore une fois, moi, je n'attends pas un soutien personnel, j'attends un soutien par rapport à un engagement pour défendre les intérêts de l'Algérie, notamment défendre l'Algérie contre ces entreprises prédatrices qui sont ni foi ni loi. Donc, merci beaucoup, monsieur Khalid Léon. Et la deuxième personne que je tiens à remercier, c'est un email que j'ai reçu de la veuve d'un ingénieur qui travaillait à la Sonatrach, Yazaman comme on dit, et je vais me permettre de lire son message sans citer son nom, évidemment. Donc bonjour monsieur Rachenekaz, bravo pour votre petit courage et bravo pour votre militantisme et votre patriotisme. Parlons de Sonatrach. Personne ne sort indemne de cette société, surtout pour une personne honnête et volontaire. Feu, mon mari, en a fait les preuves. Il a fait successivement les champs d'El Borma, de Hassi Berkin, dont je vous ai plusieurs fois parlé, Tinfoué, dont je vous ai aussi de nombreuses fois parlé, et Gassitouil. Gassitouil, je vous rappelle que l'Espagne, dans les années 2000, possédait 80% de Gassitouil. Allez, on continue. Donc, dans ces champs-là où il a alerté ses responsables de la mauvaise gestion qui se pratiquait en ce moment-là, c'était la course au privilège et au favoritisme. Tout ça pour dire que la corruption existait bien avant et que Sonatrach la pratiquait ouvertement. Il est temps que cette corruption cesse et que l'Algérie se prenne en main. Les sociétés étrangères corrompues doivent être bannies du paysage. Les dirigeants de Sonatrach doivent être remplacés par des jeunes responsables honnêtes, ayant le sens du devoir. Je me répète peut-être, mais je tenais à le dire. Donc je dis merci à madame, que je ne vais pas citer par respect, et quand on reçoit des messages poignants, vrais, authentiques
comme celui-ci, évidemment, ça nous donne envie de continuer. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à remercier à la fois M. Khalid Léon qui a publié une vidéo sans avoir peur de s'exprimer librement, donc Yatek Saha. Et je tiens à remercier aussi des anonymes qui m'écrivent des messages pour rappeler ces évidences-là, car oui, malheureusement, on est fiers de la Sonatrach pour ce qu'elle a fait dans les années 60, 70, 80, mais malheureusement, depuis les 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, rien ne va plus au sein de la Sonatrach. Je dis bien, rien ne va plus, car autant il y a tout un gouvernement de ministres et de premiers ministres corrompus qui sont en prison aujourd'hui, mais en dehors de l'ancien président de la Sonatrach et quelques directeurs généraux, le nettoyage n'a pas été effectué au sein de la Sonatrach. Vous savez qu'il n'y a toujours pas de conseil de surveillance pour contrôler ce que fait le président ou les directeurs généraux de la Sonatrach, qui sont extrêmement vulnérables. Vous savez que la Sonatrach est un État dans l'État. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a des scandales de corruption à répétition, car le nettoyage n'a pas été effectué par le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Le président, c'est Abdelmajid Tebboune, a nettoyé le gouvernement de feu Abdelaziz Bouteflika. Ils sont tous en prison. Vous imaginez un gouvernement entier de corrompus. Vous savez, c'est un cas unique au monde. Un gouvernement de ministres civils entiers corrompus et tous en prison. Est-ce que vous imaginez la catastrophe, la déflagration morale dans laquelle notre pays a plongé sous l'ère de feu Abdelaziz Bouteflika? Mais encore une fois, je vous le dis, le président de la République actuelle, c'est Abdelmajid Tebboune, ne peut pas tout faire tout seul. Il ne peut pas. Lui-même a lancé un appel pour qu'on puisse l'aider à lutter contre la bureaucratie, contre la corruption. Et c'est le sens des vidéos que je publie chaque jour. Il est âgé. C'est pas évident. Imaginez-vous, moi à 53 ans, je suis fatigué. Imaginez-lui, il a 79 ans, Allah Ibarak, Wallah Itoual fi Umro. C'est pas évident. Il a un entourage, oui, quelques-uns sont bien, mais les autres non, les autres non. Les autres n'ont pas le même sens du patriotisme, n'ont pas le même sens du devoir, n'ont pas les compétences, ne sont pas aussi libres. Oui, car autant de, comme je vous l'ai dit hier, autant de feu Walid Boumediene, le gouvernement n'était pas corrompu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait encore ce patriotisme fort des chouhada et des moudjahidines. Oui, ils avaient le sens du devoir à l'époque. C'est la raison pour laquelle feu Walid Boumediene, quels que soient ses défauts, a résisté aux pressions de la France, notamment par rapport au faux monnayeur français qui est venu en Algérie avec des faux billets. Et il a été condamné, ce Français, condamné à mort et fusillé 15 septembre 1966. Mais aujourd'hui, l'Algérie, il y a une classe de privilégiés qui a réapparu avec des passeports diplomatiques, des appartements à Paris, des comptes bancaires en France, des enfants qui étudient en France. Ben oui, il faut s'en occuper, il faut qu'ils aient des appartements, il faut qu'ils aient de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ces gens-là, Indeed, having diplomatic passports, apartments, and bank accounts vous savez, in France, je parle de especially passeport, children studying there, witness l'intelligence artificielle se met en route automatiquement. Ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui ont profité du système sous feu Bouteflika, ben, ils en profitent toujours. Ben oui, ils ont toujours des passeports diplomatiques, ils ont toujours des appartements à Paris, ils ont toujours, comme Abdeslam Bouchouarab, ils ont toujours des comptes bancaires en France. Oui, ben, ils sont toujours là, ils sont pas en prison. Regardez, Nassim Al-Khadour, ben oui, il est condamné par la justice algérienne, mandat d'arrêt international, mais il est toujours à Paris. Il n'y a pas que lui. Abdeslam Bouchouarab est toujours en France. 5 condamnations à 20 ans de prison pour corruption, détournement de fonds. Il est toujours en France. Et puis vous avez remarqué, l'Algérie n'a pas engagé des poursuites judiciaires contre lui en France. Non, elle a juste demandé une extradition
qui a été refusé. D'ailleurs, le dossier d'extradition a été défendu par qui? Par un cabinet qui s'appelle Grossman, juif marocain. Et vous savez, on a d'excellentes relations avec le Maroc. Et la petite jeune avocate qui s'occupait du dossier, elle a quoi, combien d'expérience? 5 ans. 5 ans d'expérience pour traiter un dossier aussi important. 5 ans. Donc vous voyez bien qu'au sein de l'appareil d'État algérien, il n'y a pas une volonté vraiment d'obtenir l'extradition de Bouchard. Oui, on a préparé un dossier bâclé. Et quand bien même son extradition a été demandée, comment se fait-il qu'il n'y a pas des avocats qui portent plainte contre lui en France? Comment ça se fait? Vous avez compris à quoi je veux arriver. Le président algérien ne peut pas tout faire tout seul, il faut l'aider. Il faut l'aider, le président algérien. Et il ne peut pas être partout. Il ne peut pas contrôler 150 ambassades, il ne peut pas contrôler 58 wilayas, il ne peut pas contrôler 20 ministères, il ne peut pas contrôler tous ces journaux algériens qui n'ont aucun sens critique, aucun travail d'investigation, absolument rien. Il ne peut pas tout faire tout seul. Il a 2 yeux, un nez, 2 oreilles, une bouche, un cerveau. Il faut aider le président de la République algérienne. Lui-même l'a dit qu'il y a une 5e colonne au sein de l'appareil d'État algérien. C'est pas Rachid Nekaz qui le dit, c'est notre président. Donc ça veut bien dire qu'il faut l'aider à lutter contre cette 5e colonne qui est toujours puissante. Vous avez bien vu comment la France la soutient matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Donc oui, il faut aider le président. Alors comment on peut l'aider? Le président, par exemple, il peut voter une loi, faire voter une loi pour interdire à toute entreprise étrangère condamnée pour corruption de répondre à des appels d'offres en Algérie. Par exemple, pas compliqué, non? À partir du moment où il lutte contre la corruption, à partir du moment où il a mis tout un gouvernement corrompu en prison, c'est quand même assez contradictoire que des entreprises condamnées pour corruption en Algérie, en France, aux États-Unis, aient le droit de soumissionner, de répondre à des appels d'offres en Algérie. C'est quand même étrange, non? Vous ne trouvez pas? Donc, pour parler concrètement et pratiquement, toute entreprise qui a été condamnée pour corruption, ou bien en Algérie, ou bien dans le monde entier, n'aurait plus le droit de répondre à des appels d'offres en Algérie ou d'obtenir des contrats en Algérie. C'est facile, non? C'est pas compliqué. Vrai ou faux? Et le président, il est tout seul, il faut l'aider. Il faut l'aider à mettre en place ce type de loi. Je vous rappelle que le président de la République a toujours dit qu'il refuserait toute grâce à une personne condamnée pour corruption. Alors, je ne vois pas comment ça se fait qu'on applique ce principe pour des Algériens, mais on ne l'applique pas pour des étrangers. Il faut être cohérent, non? Donc là, je m'adresse au peuple algérien. Est-ce que ça vous convient comme proposition? Une loi qui interdit à toute entreprise étrangère, ou d'ailleurs nationale, algérienne, qui a été condamnée pour corruption, aussi bien en Algérie que dans le monde, cette loi interdit à cette entreprise d'obtenir des contrats ou de se mettre des projets dans le cadre d'appels d'offres. Donc si ça vous convient, il faut multiplier des vidéos, il faut multiplier des messages sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, etc. pour aller dans ce sens-là, pour demander au président de faire voter une loi qui interdit à toute entreprise condamnée pour corruption de travailler en Algérie. Voilà. Et là, vous allez voir qu'on va faire un gros effort, un grand pas en avant pour lutter contre la corruption. Parce que si on ne met pas en place ce type de loi, évidemment, la Sonatrach va continuer à donner des contrats à des entreprises corrompues, puisque la Sonatrach elle-même, c'est la reine de la corruption. Scandale Sonatrach 1, scandale Sonatrach 2. Regardez combien de présidents de la Sonatrach ont été condamnés pour corruption. واش نقول لكم الفساد راه في الدم هنا في الدم. Vous savez, moi je suis un citoyen algérien comme vous, j'aime mon pays comme vous, mais moi tout seul je peux rien faire, et le président Sir Abdelmajid Tebboune tout seul il peut rien faire non plus. Vous imaginez les pressions dont il fait l'objet chaque jour, tous les jours il est sollicité. Regardez la France depuis 16 novembre, alors 16 décembre, 16 janvier, 16 février, 16 mars,
16 avril, 16 mai, 16 juin, bientôt 16 juillet. Ça fait 8 mois, il reçoit des pressions tous les jours, par courrier, par message, par presse interposée, par interview, par documentaire. L'Algérie est insultée depuis 8 mois, insultée par toute la classe politique française, toute l'intelligentsia française, tous les médias français, les anciens ambassadeurs, les anciens juges. On est torpillés pour un seul homme. Vous imaginez, pour un seul homme, l'Algérie subit depuis 8 mois des pressions, mais monumentales, pour la libération d'un seul homme. Alors imaginez les pressions que subit notre président, eu égard aux richesses du Sahara. Vous imaginez, pour la libération d'un seul homme, vous avez tout l'État français, toute l'intelligentsia française qui torpille l'Algérie chaque jour. Alors imaginez pour le gaz et le pétrole algérien, vous imaginez. Vous savez, l'Algérie a 3 problèmes, 3 malédictions. La malédiction du gaz et du pétrole du Sahara, la malédiction de la Méditerranée. Vous savez que tout le gaz et le pétrole, il faut l'acheminer dans les ports d'Oran, d'Alger, de Béjaïa, de Skikda. Et la 3e malédiction, c'est le Sahel. Vous avez vu comment les Russes, nos anciens amis, là, ils torpillent les relations avec nos voisins du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso. Ouais, on a 3 malédictions. Ces 3 malédictions géographiques, le Sahara, la Méditerranée et le Sahel. Donc on en parlera spécifiquement dans les prochaines vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que ces 3 malédictions géographiques sont à l'origine de phénomènes de domination et de colonisation. Regardez, les colons, comment ils sont arrivés? Ils sont arrivés par la Méditerranée. Les Français déjà les Turcs sont arrivés par la Méditerranée, les Français sont arrivés par la Méditerranée, et maintenant, les multinationales, ils sautent la Méditerranée et passent directement au Sahara. Ils s'installent directement. Voilà, ils s'installent. Compliqué, hein? C'est pas évident. Et vous croyez que quand on est président, on peut lutter tout seul contre ces forces terriblement puissantes? Puis nous, vous avez bien vu, c'est pas évident, on est fragile, Regardez, même quand la France a emprisonné notre agent consulaire, que tout le monde a oublié depuis le mois d'avril, regardez, l'Algérie avait menacé la France. Oh là 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 là, l'Algérie, c'était bien ce qu'elle avait fait. L'Algérie a menacé la France de représailles. Oui, représailles. Alors, elle a essayé quand même. C'est un peu comme l'Iran qui a essayé de faire des représailles à Israël. Mais, il faut avoir la puissance pour ça. Il faut avoir la puissance. Donc, il y a eu des représailles. C'est vrai qu'on a expulsé, l'État algérien a expulsé 12 diplomates français à Alger. Mais vous avez vu la riposte de la France, ça ne s'est pas fait attendre. Hein. Ils ont envoyé les B-52, et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas Retailleau qui a réagi. C'est pas Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Non, c'est le président lui-même, l'ami de l'Algérie, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, l'ami de l'Algérie. Vous savez, vous avez lu, hein? L'Algérie a dit, nous, on discute qu'avec Macron, c'est tout, on ne discute pas avec Retailleau. Macron, il leur a dit, c'est moi qui expulse 12 diplomates et agents consulaires d'Algérie en France vers l'Algérie. Vous voyez, les amis, hein? Il n'y a pas d'amis en politique. Il n'y a pas d'amis en politique. Donc, vous voyez les représailles de l'Algérie. Bon, écoutez, ouais, elle a fait ce qu'elle peut, l'Algérie. Vous savez, l'Algérie, elle est gentille, l'Algérie. Nous, les Algériens, on est gentils aussi. Mais qu'est-ce qu'on a comme puissance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a, franchement? On a des chars. À quoi ça nous sert, des chars? Pour répondre aux pressions d'une puissance nucléaire comme la France qui a un mandat, qui a un siège permanent de Nations Unies. Ça ne sert à rien, les chars, vous savez. Rien du tout. Oui, on peut. Les chars, ça aide s'il y a des Maliens ou des Nigériens ou des Burkinabés qui viennent nous embêter dans les frontières, mais pas pour lutter contre une puissance nucléaire, vous le savez, non? Donc, les représailles de l'Algérie, on a essayé, hein, on essaie de se battre. Hein. Finalement, non. Finalement, c'était des représailles cadeaux. Vous savez, c'est une nouvelle terminologie. C'est-à-dire que l'Algérie fait des beaux communiqués, notamment au ministère des Affaires étrangères. Vous savez, on n'a pas les mêmes diplomates qu'on avait dans les années 80, les années 70. Vous vous en souvenez, feu Cherif Guelleh.
une sommité dans la diplomatie, ancien ambassadeur d'Algérie à Washington. Regardez, feu Mohamed Seder Ben Yahya qui arrivait à libérer des otages américains. Ya Rabb el-Karim. Vous imaginez, l'Algérie a réussi à libérer 52 diplomates américains de l'ambassade américaine à Téhéran. Aujourd'hui, vous avez entendu la diplomatie algérienne libérer des otages? Je sais pas. Bon, il y a beaucoup d'otages dans le monde. Est-ce qu'on arrive à libérer des otages? Vous savez pourquoi? Parce que le niveau a baissé. Le niveau a dégringolé. À tous les niveaux, hein. Niveau de l'éducation, niveau de la santé, niveau de la diplomatie, niveau de la politique, niveau de l'agriculture. Mais tout a dégringolé. Alors le président, il fait ce qu'il peut. Il fait des efforts, il signe des contrats, il essaie d'avoir des partenaires étrangers pour développer l'agriculture dans le désert, etc. Mais il y a eu tellement de dégâts pendant les 4 mandats de Bouteflika. L'Algérie importe aujourd'hui 95% du blé tendre. Vous savez, avec le blé, avec le farine, les pâtisseries chabines. Vous imaginez l'Algérie, qui était le grenier à blé de l'Empire romain, des Français, etc. Aujourd'hui, on importe 95% du blé tendre. Et à qui? À la France. Alors qu'à l'époque, c'est nous qui vendions à la France. D'ailleurs, c'est pour ça que la France nous a envahis en 1830. Elle ne voulait pas rembourser une dette de blé. Oui, parce que nous, on avait fourni les armées françaises de Napoléon Bonaparte en blé. Oui, mais la France, après, ne voulait pas payer. Donc, quand on ne veut pas payer, on va envahir l'Algérie. Oui, ils ont envahi l'Algérie. Aujourd'hui, on ne travaille plus. Puis c'est vrai que la population a augmenté. Hein. 62, on était 9 millions. Aujourd'hui, on est 46 millions. Là, tout ça pour vous dire que c'est compliqué. C'est compliqué, ça ne va pas. Vous voyez bien que ça ne va pas. Il y a une bonne volonté. On sent bien qu'il y a une bonne volonté. Le président de la République fait des efforts énormes. Mais l'entourage haïen, oui, regardez, on a 5 millions d'Algériens en France, on n'a même pas d'ambassadeur. Avec qui on va discuter? Macron, le 30 juillet 2024, il a reconnu la marocanité du Sahara occidental sans aucun respect pour ses engagements. ماكرون ماشي تهضروا مع هذاك ما عندوش الكلمه هذا نهضروا مع هذا ما عندوش الكلمه هذا يحمي صحابه كيما عبد السلام بوشوارب. Macron il protège ses amis là, un corrompu notoire, et on ne peut pas faire confiance à ce monsieur. Il est gentil, il est intelligent, mais on ne peut absolument pas lui faire confiance parce que Macron il défend les intérêts de la France, il va pas défendre les intérêts de l'Algérie. C'est normal, non? Mais qui défend les intérêts de l'Algérie en dehors du présidentiel Abdelmajid Tebboune? Franchement, entre nous. Binatna, aujourd'hui, dans tout le staff politique, diplomatique, je ne sais pas moi, économique, culturel, intellectuel, qui défend vraiment l'Algérie? Par exemple, sur cette affaire de Total, vous avez entendu des intellectuels algériens, je ne sais pas moi, ou des diplomates algériens, ou des ministres algériens, ou des grands journalistes algériens dénoncer ce contrat, ce cadeau qui a été donné le 17 juin 2025 à Total? Vous avez entendu? Franchement, entre nous. Moi, je ne peux pas tout surveiller, mais je ne sais pas, je regarde, je lis l'actualité, les articles, mais je n'ai vu aucun ministre dénoncer ce contrat, je n'ai entendu aucun diplomate dénoncer ce contrat, aucun grand journaliste dénoncer ce contrat, aucun intellectuel dénoncer ce contrat, aucun expert énergétique dénoncer ce contrat, aucune association dénoncer ce contrat. Au bout d'un moment, vous savez, quand on est seul, on se dit, mais peut-être que je me trompe, peut-être c'est une bonne chose de donner un contrat à une des entreprises les plus corrompues au monde, une entreprise condamnée en Algérie pour surfacturation et corruption. Une entreprise condamnée pour corruption aux États-Unis, en France, en Iran. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, mais il y a 46 millions d'Algériens en Algérie, 7 millions d'Algériens à l'étranger, et ça dérange personne. Bon, je sais qu'il y a des militants, alhamdoulilah, et je remercie celles et ceux qui ont le courage
de partager des vidéos, de publier des commentaires. Vraiment, il y a des comme ça, barakallahu fikum. Mais et les autres? Les ministres, par exemple, ça vous choque pas? Les députés, les sénateurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Conseil économique et social, chaque année. Ah oui, le FLN. Le FLN, je crois qu'il défend l'Algérie, non? Le FLN, Front de Libération Nationale. Bima'na al-kalima. Il y a quoi d'autre? RND, les partis politiques. Ah oui, les partis d'opposition. SSS, RCD, شكون ثاني. هذوك normal عادي, hein? C'est normal, voilà, Total. Entreprise condamnée pour corruption en Algérie, surfacturation, corruption en France, corruption aux États-Unis. Ça vous dérange pas? Hein, ça vous dérange pas que Total a un permis d'exploration 14 900 km² dans le Sahara algérien? Ça, bah, dis, hein? Je sais pas, ça vous choque pas? C'est ça qui m'inquiète. Elle est où l'opinion publique algérienne? Vous savez, moi, j'appelle pas à manifester. J'ai organisé 157 manifestations anticorruption. Il n'y a eu aucun article, ni dans la presse française, ni dans la presse algérienne. 157 manifestations anticorruption, de 2013 à 2019. Les militants du MJC. Donc, alors j'ai été 4 ans en prison, résidence surveillée, dans l'indifférence générale, hop, comme ça. Donc, je ne vais pas appeler à manifester. Moi, je m'adresse au président algérien. Président algérien. Parce que lui a été limogé parce qu'il a lutté contre la corruption le 15 août 2017. Donc, si le président algérien ne veut pas réagir, et on attend, parce que normalement, le contrat doit être signé en juillet. Donc, on va attendre gentiment tout le mois de juillet. Donc, voilà, je vais multiplier des vidéos tous les jours. Moi, je ne suis pas pressé, vous savez. Je me soigne, je prends mes médicaments, je m'informe. Je suis avec ma famille, alhamdoulilah, mes frères et mes sœurs qui continuent à me soutenir. C'était comme ça, barakallahu fikum. Donc, moi, j'ai tout mon temps. Donc, je vais faire des vidéos calmes, pédagogiques, toujours avec des preuves, que tout le monde peut vérifier d'ailleurs. Mais, parce que le Hamas, comme on dit, le sentiment patriotique, ça coûte cher en Algérie, vous savez. Parce que quand on lutte contre la corruption, on se retrouve en prison en Algérie. Là, j'ai le sourire. Hein. Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans notre pays. Et je vous ai dit, moi, je n'interfère pas dans les affaires intérieures algériennes. Mais tout ce qui concerne l'image de l'Algérie à l'étranger, je ne vais pas me taire, que les choses soient claires. Qu'on nomme un consul général à San Francisco, c'était en septembre 2024, et il n'y a toujours pas de consul général algérien à San Francisco, alors que le président a signé 2 décrets. Un, pour mettre en place ce consulat général, qui couvre la moitié des États-Unis d'Amérique. Donc avec un budget qui va avec. Deuxième décret où il nomme un consul général, il n'y a toujours pas de consul général. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas, parce que c'est l'argent des chouhadas, ça. Je vois bien que le président, il a fait le maximum. Mais derrière, si ça ne suit pas, ça ne suit pas. Alors, à contrario, on a un super consul général d'Algérie à New York, masha'Allah. D'ailleurs, c'est lui qui a repris le dossier. Mais il faut du temps, vous voyez, il faut du temps. Donc, il y en a marre des amateurs. Wallah, il y en a marre des amateurs, il y en a marre des incompétents, il y en a marre de ceux qui profitent du système. Wallah, chouïa, hushmou, chouïa. Je sais pas, un peu de fierté, non? Vous n'avez pas envie d'avoir un peu de fierté, franchement? Moi, j'ai l'impression que ceux qui travaillent pour l'État algérien sont devenus des bureaucrates. Rouh al-Watani rahat, ou hachani ma yistahlouch. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Regardez, Abdeslam Bouchouareb est toujours en France. Vous avez entendu des intellectuels parler de lui? Regardez, allez, on va plier en deux. Plier en deux. Ouais. Vous vous souvenez, il travaillait au nom du président Bouteflika, vous imaginez? Il n'y a personne qui est offusqué de voir ce monsieur condamné à 5 fois 20 ans de prison pour corruption et détournement de fonds. Il a ouvert des comptes à Panama, en Suisse, au Luxembourg.
Et il n'y a pas de ministre qui parle, il n'y a pas d'intellectuel qui parle, pas de diplomate qui parle, pas de grand journaliste qui parle. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? On l'a magnifié, moi. Ce corrompu notoire est soutenu par l'ami de l'Algérie, là. Et l'ami de l'Algérie, il met en prison un écrivain algérien. Vous savez pourquoi il m'a mis en prison? Parce que j'ai dénoncé les contrats avec Total. Ben oui, évidemment. Vous savez ce qu'ils ont fait, les Français? Parce qu'apparemment, il y en a qui n'ont pas compris encore. Le général Denis Favier, que j'ai réussi à faire mettre en examen, il est mis en examen en France, hein, que j'ai déposé 3 plaintes. Je vous en parlerai, j'ai tout mon temps. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Général Denis Favier, vice-président Total, chargé de la sécurité. C'est lui qui fait pression sur tous les gouvernements. Tous les gouvernements qui ne veulent pas signer des contrats, lui, il fait pression sur eux. Oui. Et comment? Quel type de pression il fait? Il a des informations. Les informations sur les appartements, les comptes bancaires, sur les mœurs. Et il y en a qui ont des maîtresses, il y en a qui ont fait des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, c'est ça son rôle. Au sein de Total, c'est d'obtenir coûte que coûte des contrats. En utilisant tous les moyens, tous les moyens. Vous savez qu'en 2014, il a donné l'ordre d'assassiner un militant écologiste, Rémi Fraisse, octobre 2014. Et sa responsabilité, elle a été clairement identifiée en tant qu'ancien directeur général de la Gendarmerie nationale française, donc condamné par la Cour administrative d'appel de Toulouse et condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, ce monsieur-là, qui est toujours vice-président de Total, avec qui on signe des contrats. C'est magnifique, non? Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était directeur général de la Gendarmerie française? Le général Denis Favier, regardez ce qu'il a fait. Il a envoyé des convocations comme ça, regardez, Gendarmerie nationale, à mes locataires. Regardez, il est menacé de quoi? Parce que les gens m'ont dit, oui, mais t'exagères, Rachid. Regardez la preuve, regardez un beau petit tampon. Regardez, s'ils ne répondaient pas aux convocations, ils étaient passibles de poursuites judiciaires ou militaires. Militaires. C'est qui a dit que la France est un État civil? La France, regardez, Gendarmerie nationale, elle envoie des convocations à des locataires pour porter plainte contre Rachid Nekaz. Voilà les méthodes utilisées par notre ami général Denis Favier. Regardez, général Denis Favier, il est fier. Hein, c'est pour ça que je l'ai mis j'ai porté plainte contre lui, donc plainte avec constitution partie civile, et aujourd'hui il est mis en examen. Donc vous imaginez ce qu'il a fait avec moi, ce monsieur. C'est pour ça que j'ai été condamné à 18 mois de prison par défaut d'abord lorsque j'étais en prison en Algérie. Et là, récemment, en appel, c'était confirmé 12 mois de prison ferme. Saisie de tous les biens, saisie de tous les comptes, 100 millions d'euros. Vous imaginez les Français, c'est formidable. Donc vous imaginez ce qu'a fait le général Denis Favier avec Rachid Nekaz, simple citoyen. Voilà les méthodes qu'il utilise, le général Denis Favier. Il envoie des convocations, il y a marqué « Sans nouvelles de votre part et suivant la nature du dossier, des poursuites judiciaires ou militaires pourraient être engagées à votre encontre. » Vous imaginez, ça s'appelle une dictature militaire. Donc le général Denis Favier, voilà les méthodes qu'il utilise quand il était directeur général de la gendarmerie française. Vous imaginez maintenant qu'il est vice-président de Total. Vous pouvez imaginer les moyens de pression qu'il utilise contre les gouvernements ou les sociétés pétrolières des pays du tiers-monde qui ont du gaz ou du pétrole. Vous pouvez imaginer ou pas? Quelle méthode? Ben moi, je vais vous dire ce qu'il peut faire. Je vais vous donner un exemple concret, précis. Ouvrez bien les yeux. C'était le 3 décembre 2019, donc la veille de mon incarcération en Algérie. Vous savez que je me suis rendu volontairement à la justice algérienne, vous le savez ça. Le 4 décembre 2019. J'étais d'abord à Hong Kong, pour vous montrer les comptes à Hong Kong et à Macao, où les dignitaires de feu essaient de faire cacher leur argent du bakshish. J'ai le sourire. Hein. Ah, on me l'a fait payer, ça. On me l'a fait payer. Ah oui, hein. بغيت تفكر الشعب الدراهم تاع الرشوه ورانا نخزنوهم attention ما تلعبش قالوا لي ما تلعبش مع النار. Donc la veille donc j'ai pris un vol, donc j'ai fait Hong Kong,
Alicante, Alger. Donc j'ai pris un vol et j'ai fait une vidéo pour dire, moi je m'appelle pas Kamel Daoud Abdeslam Bouchouar, moi je me rends à la justice algérienne. Moi je ne serai jamais un fugitif. Jamais, jamais, jamais. Vous croyez que je me suis engagé en Algérie pour passer ma vie avec le statut de fugitif et demander l'asile politique, je sais pas, à la France, à l'Amérique, à la Russie. Jamais. Passeport Jazairi, Nif Jazairi, je serai toujours un homme qui va affronter les problèmes. Et s'il y a une justice qui me convoque, je vais à la convocation de la justice. Je me cache pas là comme notre ami Kamel Daoud qui se cache. عيب عليك Kamel Daoud. شوية نيف روح لبلادك روح جاوب روح à la convocation كون راجل كون راجل. Vous savez, moi j'arrive pas à comprendre comment on peut être lâche comme ça. Vous vous rendez compte, celui-là a été payé par l'Algérie, 2 fois ministre, et là il dit à la France, non la France, s'il vous plaît, gardez-moi, ne me rendez pas à l'Algérie, ils sont méchants là-bas, ils sont méchants. Vous imaginez? Mais c'est une humiliation pour l'âme algérienne. Vous imaginez 5,5 millions de martyrs, et ils demandent la protection à la France. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis né en France. Moi, j'ai pas de complexe comme ces gens-là. Ces gens-là sont des complexés. Ils sont nés en Algérie. Ils ont étudié en Algérie. Ils ont été. On leur a donné des postes très importants en Algérie. Et quand ils ont volé des milliards, ils disent à la France, s'il vous plaît, protégez-moi contre l'Algérie. La fierté algérienne. Après, ils vont demander une nationalité française, qui m'a Kamel Daoud, qui m'a l'auteur algéro-français. Vous vous rendez compte? C'était son adjoint au ministère de l'Industrie. Il signait des contrats au nom de l'Algérie. Et après, dès qu'ils ont volé des milliards, dès qu'ils ont rendu service à la France, après, ils demandent protection à la France. Et regardez, hein, non, on vous a aidé, hein, on a signé des contrats pour vous, hein. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous une nationalité française. C'est notre rêve d'être français. Vous imaginez quelqu'un qui demande sa nationalité française à 75 ans? Vous imaginez les complexes d'infériorité qu'il doit éprouver au fond de lui-même. Et moi, la nationalité française, je leur ai donné, hein, tenez votre nationalité, Chanderbia, un Algérie, même il darni le habs. Mais allez, regardez, j'ai le sourire, non? Regardez, 4 ans de prison. Je suis pas malheureux, hein. Ça va, alhamdoulilah, hein. Alhamd Rabbi ya Rabbil Alamin. Vous voyez, il faut avoir un peu de dignité, un peu de code d'honneur. Il n'y a même pas de code d'honneur. Vous voyez, quand je vois ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir comment certains Algériens sont devenus des... Aïe, aïe, aïe. C'est humiliant d'avoir la même nationalité que ces gens-là. Vous imaginez? Mais c'est une humiliation suprême. Mais rends-toi en Algérie, Kondragel. T'inquiète pas, tu vas pas être torturé. J'ai vu les ministres à Orléans, je les ai vus à Al-Harrach, mais il n'y en a personne qui a été torturé. يعطوك القهوه الصباح يعطوك العدس ميدي والسباغيتي العشاء تاعك ما تهلاو فيك ومام في العيد يعطوك شويه لحم تاع الكبش الله يبارك اي في رمضان يعطوك ما شاء الله فرانشمون في رمضان on avait le droit زلابيه je vous le jure que c'est vrai في رمضان في الحراش on avait le droit زلابيه. Et tous les vendredis, couscous. Hein. Tous les vendredis, طعام, mashallah. Donc, vous avez compris mon message. C'est une honte d'avoir des Algériens qui ont été payés par l'Algérie. Vous savez qu'il a une retraite du gouvernement algérien? Vous savez, je deviens fou. Lui et son adjoint, l'ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, qui est aujourd'hui à l'hôpital Moustapha Pacha, ils ont une retraite de l'État algérien. C'est magnifique. Bon, revenons aux pressions de Total. Parce que c'est important. Vous savez, parfois, je m'évade tellement je trouve ça absurde. Voilà, général Denis Favier. Vous avez vu ce qu'il a fait? Contre moi. C'est pour ça que ils m'ont saisi tous les biens. Parce qu'ils ont fait pression sur des locataires pour porter plainte contre moi, en les menaçant de poursuites judiciaires aux militaires. Et maintenant, il est poursuivi pour subornation de témoins par le juge, le doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui s'appelle le juge Cyril Paco. C'est pour ça qu'il n'ose pas porter plainte contre moi. Vous avez vu, à chaque fois, je parle de lui. Parce qu'à belle ou bien, je ne
Je sais de quoi il est capable. Je sais de quoi ils sont capables chez Total. Vous savez, Total, c'est Elf. Coup d'État, assassinat politique, kidnapping, etc., etc. Je sais de quoi ils sont capables, ces gens-là. Je le sais. Mais, vous savez, moi, je suis pas comme certains. Là, dès on les empêche de venir en France, là, avec le passeport diplomatique, ils baissent la tête. Ils disent, oui, 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 pas de problème. Vous voulez quoi, un contrat, quoi, allez, contrat, allez. Vous voulez un contrat, allez, tenez un contrat. 14 900 km² à côté de Hassi Barkin et Lizy. Aïe, aïe. Vous savez, si vous n'êtes pas capable de gérer l'Algérie, il faut laisser la place à d'autres. Ceux qui n'ont pas peur. Ceux qui n'ont pas peur des généraux français comme lui. Un peu de dignité. Comme vous rêvez de la France, c'est ça, Paris. Mais il y a 198 pays dans le monde. Vous pouvez aller à Genève, vous pouvez aller à New York, vous pouvez aller à Rome, c'est des belles villes, ça. Mais pourquoi vous mettez à 4... vous rabaissez devant ce genre de personnes condamnées. Ils ont la mort d'un homme sur la conscience. Vous savez, Rabbi Subhanahu. Vous savez qu'il a perdu son fils dans un accident d'avion, qui travaillait comme lui au GIGN. Vous savez, quand on fait du mal, vous savez, les énergies... Bon, alors je vais vous dire ce que fait Total. Vous vous en souvenez quand Total voulait racheter les parts d'Anadarko. Anadarko, c'est Hassi Barkin, 400 000 barils le jour de pétrole. Et Total avait négocié avec Anadarko, l'américain. Voilà, Tfahmo, voilà, on va récupérer le gros contrat de Hassi Barkin. L'Algérie a dit والو جا احنا يا بلاد الشهداء الله يرحمهم on va pas vous donner comme ça là pétrole تاع الجزائر. Et l'Algérie, elle a été Masha'Allah. Sonatrach va exercer son droit de préemption sur les intérêts d'Anadarko en Algérie. Site officiel de la Sonatrach. Regardez. Décembre 2019. Vous voyez? Donc, on est sur le site officiel de la Sonatrach. Alors maintenant, je vais vous lire ce qu'a fait la Sonatrach. Vraiment, c'était magnifique. Alger, la compagnie nationale Sonatrach va exercer son droit de préemption. Ça s'appelle. Sur les intérêts détenus par l'américain Anadarko en Algérie suite à une décision du ministre de l'énergie. C'est le même ministre actuel, hein, Mohamed Rakab. Il est vraiment Saha. Suite à une décision du ministre de l'énergie relative à une opération dans le cadre d'une fusion-acquisition effectuée par Anadarko incompatible avec la réglementation en vigueur. Vous avez entendu? L'Algérie a dit niet. L'Algérie refuse que Total reprenne les actifs d'Anadarko. Là, donc, a annoncé mercredi un communiqué du ministère de l'énergie, donc toujours Mohamed Arkab. Donc ça, vraiment, mashallah. Dans le cadre du processus de cette fusion-acquisition occidentale, c'est l'américain, qu'on appelle Oxy, cédera l'ensemble de ses intérêts nouvellement acquis en Afrique au profit de Total, a précisé la même source. Donc vous voyez, c'est officiel, un site officiel de Sonatrach. Vous voyez? Quand j'ai découvert ça, c'était avant mon arrivée à Alger. J'ai dit, alhamdoulilah, on a des nationalistes dans notre pays. Et c'était dans toute la presse, hein, toute la presse. Regardez, 4 décembre, le jour de mon arrivée à Alger, quand j'étais en prison à Orléans. Sonatrach va exercer son droit de préemption sur les intérêts d'Anadarko en Algérie. Vous voyez? Le même jour où j'étais en prison, le même jour, le 4 décembre 2019. Vous voyez ou pas? Sonatrach va exercer son droit de préemption sur les intérêts de l'américain Anadarko en Algérie. Voilà, ça c'est la classe. Ça c'est digne de Boumediene. Le ministère le ministère de l'énergie et des mines, mercredi 4 décembre 2019, dans un communiqué, a dit que la compagnie nationale Sonatrach va exercer son droit de préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie suite à une décision du ministre de l'énergie relative à une opération dans le cadre d'une fusion-acquisition effectuée par Anadarko incompatible avec la réglementation en vigueur, a annoncé mercredi un communiqué du ministère de l'énergie. Mais c'est pas beau ça? Là, c'est la classe. Là, tous les Algériens sont fiers de l'Algérie quand on voit le courage qu'a montré le ministre de l'énergie, qui est toujours ministre aujourd'hui. Hein.
Et dans toute la presse, par exemple Jeune Afrique, Algérie, le ministre de l'Énergie s'oppose à la cession des actifs d'Anadarko à Total. Vous voyez? C'est magnifique. Et c'était le 5 décembre 2019. Regardez, 5 décembre 2019. OK? Mohamed Arkab a déclaré que la cession des actifs d'Anadarko à Total était incompatible avec la législation algérienne. Vous vous souvenez, je me suis opposé à ce qu'on change la loi en Algérie sur les hydrocarbures. Ça m'a coûté la prison. Il a annoncé par la même occasion que le Sonatrach pourrait faire usage de son droit de préemption sur les actifs en question. C'est beau ça, hein? Vous savez, même si vous allez en prison en Algérie, si vous voyez que vous avez un ministre qui défend les intérêts de l'Algérie contre Total, masha'Allah. Alors, Besmellah. Le développement des activités de Total en Algérie pourrait être freiné au profit de la Sonatrach, alors que le pays vient d'adopter une loi sur les hydrocarbures censée attirer les investisseurs étrangers. C'est en tout cas le souhait de Mohamed Arkab, le ministre algérien de l'énergie et promoteur de la nouvelle loi, qui a déclaré le 3 décembre, donc la veille de mon emprisonnement, 2019, que la Sonatrach, détenue à 100% par l'État algérien, exercera son droit de préemption sur les intérêts détenus par la société américaine Anadarko en Algérie. Alhamdulillah. Il entrave ainsi le projet dans lequel Total devait faire l'acquisition des intérêts africains d'Anadarko, à Hassi Barkin, 400 000 barils jour, alors que le reste du groupe américain a été racheté par son compatriote occidental Petroleum. Vous voyez? Il entrave ainsi le projet dans lequel Total devait faire l'acquisition des intérêts africains d'Anadarko. Voilà. Donc, le ministre s'opposait à Total. Il s'opposait à Total. Il s'opposait à Total. C'est normal. Total a été condamné pour corruption et surfacturation en 2014 en Algérie. Ben, il ne va pas donner un contrat à Total. C'est logique, non? C'est un vrai patriote. Regardez, le ministre de l'énergie algérien invoque la loi pour barrer la route à Total. Regardez, lisez bien, s'il vous plaît. Le ministre de l'énergie invoque la loi pour barrer la route à Total. Vous voyez bien. Nitou kant mliha masha'Allah. Le ministre algérien voulait barrer la route à Total. Voilà, barrer la route à Total. Ben, c'est normal. Total avait porté plainte contre l'Algérie le 1er juillet 2016. Il ne va pas lui donner un cadeau quand même. Vrai ou faux? Total poursuit l'Algérie en justice. Ok? C'était dans toute la presse. Ça, c'était Le Monde et là, c'était Cholo. Total porte plainte contre la Sonatrach. Donc, il ne va pas lui donner un nouveau contrat. Surtout qu'Outradol, juste avant, il avait donné 25 ans de gaz gratuit à Total à TFT, le site de TFT. Voilà, site de TFT, 25 ans. En prolongeant le contrat d'un site gazier qui était déjà en exploitation depuis 1999. Donc, à cause de la plainte de Total contre l'Algérie, Total a reçu 25 ans de gaz gratuit. Jusqu'en... Donc, c'était en juin de 2018. Donc, calculé, 2018, 25 ans, ça fait 2043. Jusqu'en 2043, Total a du gaz gratuit à TFT. Donc, Mohamed Arkab, le ministre, il a dit « Ah non, ça suffit maintenant. Ça suffit. Déjà, vous portez plainte contre nous. On vous a déjà donné 25 ans de gaz gratuit. Vous n'allez pas encore avoir accès à 400 000 barils le jour. 40% de la production pétrolière algérienne à Hassi Barkin. » Vous voyez, c'est un bonhomme. Ah oui, parce que Mohamed Arkab n'a pas oublié que Total avait été condamné pour surfacturation et corruption en 2014. Total Algérie avait reçu 8 milliards de dinars d'amende. Ok? Donc vous avez compris pourquoi j'étais fier de l'Algérie. Fier de l'Algérie. Voilà. Allez, on barre la route à Total. Ok? On barre la route à Total. Voilà, on barre la route à Total. Ben oui, c'est une entreprise corrompue, condamnée en Algérie pour corruption, condamnée en France pour corruption, condamnée aux États-Unis pour corruption. C'est normal que le ministre il va barrer la route à Total. Vous avez compris ou pas? Bon, ça c'était les bonnes nouvelles. Abdoulaye Arbé. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que Denis Favier, il n'était pas content, Denis Favier, le général Denis Favier. Ah bah oui, bah, il a menacé l'Algérie, Denis Favier.
comme il a menacé mes locataires de poursuites militaires. Regardez, poursuites militaires. Donc, la France, avec Denis Favier, Total, ont menacé l'Algérie. Vous savez ce qui s'est passé? Je vous fais un dessin. De la même façon que Denis Favier a obtenu que tous mes comptes soient saisis et tous mes appartements soient pris en France, Denis Favier, il a dit à l'Algérie, si vous ne donnez pas le pétrole, en plus du gaz, on va porter plainte contre vous et on va prendre tous vos appartements, tous vos comptes bancaires, comme moi, en France. Et Total, Denis Favier, a obtenu que je sois emprisonné en Algérie, car moi je ne voulais pas qu'on renouvelle le contrat avec Total. Je ne voulais pas, parce que le contrat devait arriver à échéance, le contrat de Hati Balken. Il devait arriver à échéance en janvier, écoutez-moi bien, 2023. Donc Denis Favier, vice-président Total, a obtenu mon incarcération pour ne pas que je bloque le renouvellement du contrat avec Total. C'est pour ça que j'ai été emprisonné le 14 mai 2022, mes chers compatriotes algériens. Total a menacé l'Algérie et a obtenu que je sois à nouveau incarcéré. 14 mai 2022, date de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël créé le 14 mai 1948, Rachid Nekaz est emprisonné le 14 mai 2022 grâce à l'intervention du général Denis Favier. Parce que juste avant, le général Denis Favier a obtenu que je sois condamné en France à 18 mois de prison alors que j'étais en prison en Algérie, que tous mes comptes bancaires soient bloqués et mes appartements saisis. Il a obtenu que je sois à nouveau incarcéré pour pas que j'empêche Total d'obtenir 25 ans de pétrole gratuit en Algérie. Ouais. Ça fait mal, non? Donc Mohamed Arkab, mais il a subi d'énormes pressions, Mohamed Arkab. Vous voyez? Le 3 décembre 2019, il dit « Je veux barrer la route à Total ». Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu résister, mesquine, il a des pressions. Il a été obligé de redonner 25 ans à Total. Puis le peuple algérien, ou Hachali Maïstalj, il n'a pas le temps. Il faut qu'il s'occupe de sa famille, qu'il s'occupe de sa santé. Vous savez, le peuple algérien a beaucoup de problèmes de logement, problèmes de santé, problèmes de justice, problèmes de quoi? Problèmes de travail, problèmes de mariage, problèmes de... Il y a trop de problèmes, le peuple algérien. Puis la diaspora algérienne à l'étranger, elle a plein de problèmes aussi. Vous croyez que le peuple algérien, il a le temps de s'occuper du pétrole et du gaz, hein, franchement? Vous croyez qu'il a le temps? Le peuple algérien, c'est pour ça que je suis content de voir des vidéos, des messages, des commentaires, des gens patriotes qui défendent les intérêts de l'Algérie. Mais le peuple algérien, il n'a pas envie de défendre le Sahara, il n'a pas envie de défendre l'Algérie. Non, non, il pense à lui, le peuple algérien. Il est prêt à mourir en mer Méditerranée, mais il ne veut pas défendre l'Algérie contre Total. Ah, wallo. Il s'est devenu un peuple égoïste. Alors, donc l'Algérie n'a pas réussi. Voilà. Malgré la bonne volonté du ministre, Mohamed Arkab, qui est toujours ministre, hein, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Vous savez pourquoi on n'a pas réussi? Parce que le ministre, il est tout seul, le pauvre. Qui va le soutenir? Il ne veut pas finir en prison. Général Denis Favier lui dit « Tu ne me donnes pas le contrat, je vais tous vous mettre en prison en France. »
comme le diplomate algérien qui est en prison. Il y a 7 personnes mises en examen et emprisonnées en France. Vous imaginez, 7 Algériens, diplomates, agents consulaires, etc. Ben oui, ils n'ont pas envie de finir en prison, hein, donc... خليهم اعطيلهم الغاز اعطيهم البترول باطل هكا كيهنونا هكا qu'on peut aller tranquillement à Paris, on peut aller aux Champs-Élysées, on peut aller à l'Opéra, on peut profiter de nos appartements, de nos enfants sont à l'école, l'université. Laisse tomber يقولوا اختي laisse tomber. كان الخير في البلاد كان الحمد لله كان الخير وكان كل شيء وكان ربي سبحانه فريمون ربي يبغي الجزائر ربي يبغي الجزائر بصح فرنسا هي تستفيد ثروات الجزائر. Donc vous voyez, l'Algérie a dit qu'elle allait exercer le droit de préemption, bah, finalement, à cause des pressions du général Denis Favier, l'Algérie fait marche arrière. Parce que la France est beaucoup trop puissante. C'est un peu comme aujourd'hui. Vous avez vu la France qu'elle a obtenue? Cadeau. 17 juin. 17 juin, cadeau. Alors, c'est pas encore signé, hein. Le président, il peut toujours faire marche arrière. Mais il faut aider le président à résister aux pressions du général Denis Favier. Parce que le général Denis Favier, il n'est pas facile. Et vous croyez qu'il est facile? Il n'est pas facile du tout. Il est très puissant, le général Denis Favier. C'est lui qui a battu les Algériens dans l'avion d'Air France en décembre 94. Vous vous souvenez? Il a l'habitude de tuer, lui. Il n'a aucun problème pour tuer, lui. Il tue normal. Son métier, c'est de tuer, vous savez? D'ailleurs, une fois, le ministre de la Défense française a dit le rôle d'un gendarme, c'est de tuer. Ben, c'est un tueur de métier. Voilà. Général Denis Favier, c'est un tueur de métier. Il a l'habitude de tuer des gens, lui. C'est son métier de tuer des gens. Ben, les Algériens ne veulent pas mourir. Hein. S'il les menace de les tuer financièrement ou judiciairement, ben, les Algériens... pas les mêmes qu'en 54, les Algériens d'aujourd'hui. Hein. Ils ne sont pas prêts à mourir pour l'Algérie aujourd'hui. Wacha les messages, attention. Hein. J'accuse personne. Hein. Franchement, entre nous aujourd'hui, il y a combien d'Algériens qui sont prêts à mourir pour l'Algérie? Franchement. Combien d'Algériens sont prêts à mourir pour défendre les intérêts de l'Algérie? Contre Total, par exemple. Il y en a combien? Franchement. Moi, je ne sais pas. Hein. Je partage avec vous mon interrogation. Il y a combien d'Algériens qui sont prêts à aller en prison pour l'Algérie? Franchement, Goulouli Chahal. Bon, on a bien vu ce qui se passe avec Abdeslam Gouchouareb et Kamel Daoud. Ils ne sont pas prêts à aller en prison pour l'Algérie, ça c'est clair. Ah, l'Algérie a changé. Hein. Non, l'Algérie est toujours la même, c'est le peuple algérien qui a changé. Et les dirigeants algériens ont changé, c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Il y a combien de Boudiaf aujourd'hui? Il y a combien de Abbaramdan? Il y a combien d'Et Ahmed? Il y a combien de colonel Amiro? Il y a combien de Mustafa Ben Boulaïd? Il y a combien de Hassibat Ben Bouli? Il y a combien de Jamil Abouhired? Il y a combien de Ali Lapointe? Il y en a combien, franchement? Entre nous, il y en a combien? Aujourd'hui, au niveau de l'appareil d'État algérien, il y a combien? Et maintenant, l'autre question, il y a combien de Bouchouareb? Il y a combien de Kamel Daoud? Il y a combien? Il y en a combien? Fait mal, hein. Donc vous voyez les représailles de l'Algérie. Quand l'Algérie, voilà, l'Algérie menace la France de représailles. On n'a pas les moyens de faire de représailles. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont capables de se sacrifier pour l'Algérie. Il y a très peu de gens qui sont capables de perdre leurs appartements pour l'Algérie. Il y a très peu de gens qui sont capables de perdre leur compte bancaire pour l'Algérie. Il y a très peu de gens qui sont capables d'aller en prison pour l'Algérie. Et encore beaucoup moins de personnes qui sont capables de mourir pour l'Algérie. Ah, ils préfèrent mourir en mer Méditerranée. Ah oui, ça ne les dérange pas. Ah oui, aujourd'hui, l'Algérien, il n'a aucun problème. Il prend des risques pour se faire manger par des poissons mais pour mourir pour l'Algérie, hors de question. Hors de question. Donc voilà, nous n'avons pas pu résister aux pressions de la France. Malgré la décision du ministre de l'Énergie, Miskin, il a été obligé de faire marche arrière. La France est très puissante, ne l'oubliez pas. Et le sens du sacrifice a dégringolé en Algérie. Dégringolé. Dégringolé. Et comme l'État algérien n'est pas capable de dire au peuple algérien on subit des pressions de la France, il faut nous aider, alors ils restent entre eux, ils restent entre eux, et puis ils négocient entre eux.
Bon, شحال بغيتو شحال 20 ans, 25 ans, gaz باطل, معليش. 25 ans, pétrole باطل, معليش. Vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi? Vous voulez encore des nouveaux contrats? Il n'y a pas de problème. Hein? Quoi d'autre? Non, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Alors, je vais nuancer mon propos. L'Algérie est capable de résister aux pressions. Elle est capable, si elle le veut. Et le président algérien, Saad Abdelmajid Tebboune, a empêché que cette société israélienne possède 11,25% du gaz argan. Oui. Dès qu'il est arrivé au pouvoir en décembre, c'était juste après l'affaire d'Anadarko. Il a empêché. Parce que ça, c'est une affaire de principe. Donc, le président Saad Abdelmajid Tebboune a empêché la société israélienne, regardez, Energean Israël, qui est cotée en bourse à Londres et à Tel Aviv. Et vous savez qui nous a fait le sale coup, le piège? Ce piège-là, ben c'est Macron, l'ami de l'Algérie. L'ami de l'Algérie. C'est Amtal Ramamra en 2017. Il a dit Macron, c'est l'ami de l'Algérie. Oui, c'est lui. Lui, là, c'est lui qui m'a mis en prison en France, là. Macron a monté une opération avec Israël pour que cette société israélienne puisse posséder 11,25% du gaz algérien Argan en 2019, décembre 2019. Ah, il est malin, Macron. Comment il a fait? Alors, vous connaissez EDF, Électricité de France, une société 100% État français. EDF possédait une société italienne qui s'appelle Edison. Edison, c'est l'électricité et le gaz. Donc Macron, qui est le patron d'EDF, Électricité de France, il a dit, je vais faire un cadeau à Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? À Netanyahou, son copain Netanyahou. Il a dit, écoute, je vais laisser cette entreprise, ton entreprise israélienne, acheter 100% d'Edison, que la France contrôle à 100%. C'est un joli coup, hein? Donc, Energean a signé avec la France, donc Edison, pour racheter les 11,25% que la France possédait Argan au travers de sa filiale qui s'appelle Edison, filiale italienne. Oh, les Algériens, ils entendent Edison, pour eux, c'est pas français, c'est italien. Bah oui, les Algériens, ils préfèrent mourir en mer Méditerranée plutôt s'occuper des affaires de l'Algérie. Et quand l'Algérie a vu ça, alors j'en avais parlé à l'époque, hein, vous connaissez, j'ai fait des vidéos où je vous avais dit qu'à Adrar, l'Algérie, j'ai dit qu'Israël possédait indirectement 65% du gaz d'Adrar. Vous vous souvenez, à l'époque, vous m'avez dit, ouais, mais il est fou, Rachid, il est fou. Non, je ne suis pas fou. Parce que Ramtan Ramamra a donné son accord, parce qu'il a négocié ça avec les Français. Donc, il y a une société anglaise, de droit anglais, qui est une filiale de Carlyle Group, de droit américain, dont le président David Rubenstein est l'ami intime de Netanyahou. Oui, c'est comment ça fonctionne, le business. C'est ce qu'on appelle des schémas complexes. Comme ça, on endort le peuple algérien. Donc ça, c'est autant de Bouteflika. Donc, Gaz de France a vendu ses parts à Adrar, 65%. Vous savez, depuis 2013, je parle de ce contrat. Depuis 2013, j'ai mis comment on peut laisser la France avoir 65% du gaz Adrar. Donc, Ramtan Ramamra, il a négocié avec les Français. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit cadeau, parce que Ramtan Ramamra a dit que Macron était l'ami de l'Algérie. Donc, il s'est entendu avec Macron, Ramtan Ramamra. Il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, c'était Ramtan Ramamra ma Ouiahia, 2018. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont parlé avec Macron, il n'y a pas de problème. Gaz de France va vendre ça à Neptune Énergie, donc sépare 65%. Comme ça, Israël, indirectement, je dis bien, j'ai jamais dit directement, indirectement, va posséder 65% du gaz à Adrar. Et j'ai dit, mais comment on peut laisser ça? Alors on m'a pris pour un fou. Mais alhamdoulilah, quand il est venu à Al-Tebboune, il a réglé l'affaire.
aujourd'hui, les 65% ont été rachetés par Eni, l'italien Eni. Bon, on n'est toujours pas majoritaire, c'est pas grave. L'Algérie n'a que 35%. Ça va aller, il ne faut pas trop demander quand même. Hein. Déjà, c'est pas mal. Israël n'est pas à Adrar, c'est déjà pas mal. Mais quand Hamid Tebboune, il a découvert en devenant président que la société israélienne allait posséder 11,25% de Ergen, il a dit wallo, regardez. 24 décembre 2019. Vous vous souvenez, il a été élu le 12 décembre 2019. Et bien, dès qu'il a pris le dossier, regardez, actif d'Edison. Edison, ça appartient 100% à la France. Actif d'Edison en Algérie. Sonatrach usera de son droit de préemption. Regardez. L'Algérie s'est opposée. Chapeau. Bravo. Déjà, Adrar, 65% indirectement. En plus, Regan, Chabrawadou, Tel Aviv, Chambarien, Ya, Charambarien. Bon, Istambrona ou la Kiva. La Sonatrach prévoit d'utiliser son droit de préemption avec la société italienne Edison, il dit jamais française, hein, société italienne Edison, qui a cédé ses actifs en Algérie pour Energean Capital. Energean Capital, vous savez que c'est Israël. Pour une valeur de 850 millions de dollars. La Sonatrach a entamé des négociations avec la société italienne Edison pour la cessation on dit cession à vrai dire, des actifs de cette dernière qui est en partenaire dans le projet Regan Nord, a annoncé ce mardi le site Teleborsa. Edison est partenaire à hauteur de 11% dans le projet, également détenu par Sonatrach avec 40%, par la société espagnole Repsol avec 29,25% et par l'allemand Wintershall dit avec 19,5%. Voilà. Donc l'Algérie a dit qu'il est hors de question qu'Israël possède 11,25% du gaz à Adrar, donc elle a décidé d'exercer son droit de préemption. C'est ce qu'a voulu faire l'Algérie pour Total, mais on n'a pas réussi avec Total. On n'a pas réussi. Parce que la France est trop puissante, elle a trop de pression. Vous avez vu le général Denis Favier de quoi il est capable. Donc l'Algérie a réussi, a dit niet. Donc c'est quand même ce projet. Voilà, donc pour rappel, la société Edison et la Sonatrach ont signé le mois dernier un nouvel accord vente-achat de gaz naturel algérien à destination du marché italien pour une durée de 8 ans. Donc normalement, l'Algérie devait débourser 850 millions de dollars. Voilà, pour empêcher Israël de posséder 11,25% de gaz Argan Nord. Voilà. Et là, vous avez la preuve aussi. Edison donc officialise la cession de ses intérêts dans Argan Nord à Repsol et Wintershall dit, ça c'était en 2023. Regardez ce qui s'est passé en 2023. Donc 4 ans après. Donc l'Algérie, normalement, devait racheter les 850 millions de dollars d'Edison. Apparemment, il n'y a pas d'argent avec Sonatrach. Cache drap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 18 octobre 2023, le groupe énergétique italien Edison était engagé dans la formalisation d'une cession de sa participation dans le périmètre pétro-gazier de Argan Nord situé en Algérie. La transaction était en attente d'approbation des autorités algériennes, donc pour 11,25%. Le problème, c'est que l'Algérie, finalement, n'a pas voulu dépenser l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Pas d'argent. Vous savez, je mets un peu d'humour, hein, mais fahmou le ma'na. Vous avez lu, on devait dépenser 850 millions de dollars. Voilà, 850 millions de dollars. Voilà, 850 millions de dollars. Pour racheter la part d'Edison, pour empêcher qu'un Energean israélien ne possède des parts en Algérie. Finalement, l'Algérie a laissé les deux partenaires Tawaha, c'est-à-dire Repsol espagnol et Wintershall dit l'allemand, récupérer les 11,25%. Donc, Repsol a récupéré 6,75% et l'allemand Wintershall dit a récupéré 4,50%. Regardez, 6,75. En gros, la part d'Edison a été divisée en deux. Finalement, la Sonatrach a dit j'en veux pas. Parce que, je sais pas, la Sonatrach a dit moi je cherche pas à être majoritaire. On dit 40% bzef عليا في رجال بزاف. Là qu'on a l'habitude, nous, Ergen, on a l'habitude de laisser les Français faire des essais nucléaires. Donc, l'Algérie, elle avait 40%. On fait les 40%. Je vais vous montrer 40%, voilà. 40%, c'est écrit ici. L'Algérie, Sonatrach avait 40%.
Donc, si on avait racheté les 11,25% d'Edison, on aurait eu 50,25%. C'est normal, on est majoritaire. L'Algérie a dit non, qu'elle pas besoin. 40% de Zavalina. Algérie, Farawet, Masha'Allah. Donc, ils ont dit aux Espagnols, aux Allemands, ils ont dit, vous voulez pas acheter là les 11,25% d'Edison? Comme ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'au moins Israël ne possède pas 11,25%, mais si vous voulez racheter, il n'y a pas de problème. Donc, Repsol a dit OK, les Espagnols, ils ont dit OK. Pourtant, on était en embrouille, hein, il y avait un problème, hein, mais l'Espagne, ça, mais allez, c'est normal. Donc, l'Espagne a récupéré 6,75 et les Allemands 4,50. Et nous, on est resté minoritaire à 40%. C'est magnifique, non? Mais au moins, Hamid Tebboune, il a empêché qu'Israël Israël possède 11,25% en direct, hein, cette fois-ci, hein, de Regal. Mais, donc ça, c'était octobre 2023. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 26 octobre 2024, donc un an après? Bah, finalement, les Allemands qui possédaient 24%, parce qu'ils ont racheté, la moitié des parts d'Edison, ils ont racheté 4,5%. Bah, finalement, les Allemands ont décidé de vendre leur entreprise à un autre groupe anglais, Harbour Energy, en acquérant les actifs de Winterschulde, donc les Allemands, Argano. Harbour, c'est pas Harbour, le copain de Shakib Khalil. Là. Harbour Energy marque son entrée sur le marché algérien. Vous savez, personne n'en parle. Hein. Plutôt très peu. Personne n'est au courant. Voilà, Harbour Energy. C'est des Anglais. Alors, anglais sur le papier. Hein. Vous savez à qui ça appartient, cette boîte? Ça appartient aux Américains. Carlyle Group. Ça vous dit quelque chose, Carlyle Group? C'est eux qui possédaient Neptune Energy, qui avait 65% d'Adrar. Et Carrier Group, c'est qui le fondateur? C'est David Rubenstein, le copain de Netanyahou, l'ami intime. J'ai un peu mal à la tête. Mais bzef alikoum lyoum, ça fait déjà 1h11. Donc voilà. Harbour Energy, bah, oui, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, c'est des montages, tout ça. Bon, j'ai pas envie de vous embêter, mais moi, mon rôle à moi, c'est d'alerter le président de la République. Le groupe britannique rejoint officiellement le groupe Regal Nord, qui est composé de Sonatrach, détenteur de 40% des actions, l'espagnol Repsol à 36% et Harbour Energy 24%, donc qui a remplacé les Allemands. En remplacement des Allemands, Winterschulde. Et ce, après avoir reçu l'aval des autorités algériennes. Algérie a donné son aval. 26 octobre 2024. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, l'Algérie a bien exercé son droit de préemption pour empêcher Israël d'avoir 11,25% Argan Energian. Voilà. Donc ça, avec Saha Mitebon. Alors, juste pour finir, hein, je n'ai pas envie de vous embêter. Voilà, on en parle peut-être la prochaine fois, parce que ça fait déjà beaucoup, là, 11h13. Alors, une petite parenthèse par rapport à Israël, le gaz, les pays arabes, etc. Est-ce que vous savez que Israël, maintenant, a du gaz? A du gaz donc en mer Méditerranée, a du gaz à la frontière avec le Liban, a du gaz à Gaza, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre, 30 milliards de mètres cubes à Gaza de gaz. Mais beaucoup de gens m'ont dit, mais comment ça se fait que l'Égypte ne s'oppose pas à Tel Aviv, pourquoi ils n'aident pas les Gazaouis, etc. Bah, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous savez qu'Israël vend du gaz à l'Égypte? Regardez. Israël vend du gaz à l'Égypte. Et beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz. Ils ont signé un contrat de 15 milliards de dollars sur 10 ans. 15 milliards de dollars. Donc, Tel Aviv a signé avec le Caire, avec Sisi, donc Netanyahou avec Sisi, un contrat de livraison de gaz à hauteur de 15 milliards de dollars sur 10 ans. Ça, c'est le minimum, hein, le minimum. Et je vous donne un exemple. Donc, Israël vend du gaz à l'Égypte, mais aussi à la Jordanie, les deux pays. Mais on en parlera plus tard, je pense. Il ne faut pas que je vous embête de trop, parce que ça fait beaucoup trop. Et à terme, c'est 80 milliards de mètres cubes. C'est pratiquement l'équivalent de l'Algérie. L'Algérie, c'est entre 80 et 100.
C'est absolument énorme, énormicide. Et donc, il y a trois principaux gisements de gaz en Israël. Il y a Léviathan, comment s'appellent les deux autres là. Alors, donc, le champ Léviathan, le champ Tamar, et le troisième, voilà le troisième. Alors, voilà le troisième, parce que parfois je m'en mêle les pinceaux. Alors, il y a trois gazoducs. Le gaz israélien est actuellement exporté vers l'Égypte et la Jordanie depuis les champs de Tamar et Léviathan par trois gazoducs. L'un dans le nord d'Israël, reliant le gazoduc arabe en Jordanie, l'autre reliant directement aux installations industrielles jordaniennes sur la côte est de la mer Morte, et le dernier étant le gazoduc EMG, reliant le réseau de transport égyptien. La capacité totale d'exportation de ces trois gazoducs devrait atteindre environ 15 milliards de mètres cubes en 2023. D'autres projets pourraient porter la capacité totale d'exportation physique d'Israël à 25 à 30 milliards de mètres cubes par an d'ici la fin de la décennie, bien que les exportations réelles seront limitées par la disponibilité des réserves et la politique gouvernementale. Accords d'exportation existants. Au cours des dernières années, des accords ont été signés pour l'exportation, écoutez-moi bien, de 133 milliards de mètres cubes de gaz israélien vers l'Égypte et la Jordanie. Vous imaginez 133, c'est plus que l'Algérie. 60 milliards de mètres cubes de Léviathan à l'Égypte, 25 milliards de mètres cubes de Tamar à l'Égypte, 45 milliards de mètres cubes de Léviathan à la Jordanie et 3 milliards de mètres cubes de Tamar aux installations industrielles de la mer Morte en Jordanie. C'est pas beau ça? Vous comprenez pourquoi les Gazaouis sont tout seuls, les pauvres? Parce que les deux pays avec lesquels il y a des frontières, la Palestine a des frontières avec la Jordanie, je parle des pays arabes, Jordanie et Égypte. Mais les deux sont alliés avec Israël. 133 milliards de mètres cubes. Vous imaginez, regardez. BCM, c'est-à-dire milliards de mètres cubes, hein, ici, en anglais. Vous voyez ou pas? C'est beau? C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Et vous savez qu'en 2013, l'Égypte a cessé d'importer du gaz du Qatar, mais maintenant ils ont repris, ils ont décidé de reprendre. Et les Arabes, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que l'Égypte a accusé le Qatar en 2013 d'avoir aidé Morsi. Donc, mais la réelle politique, c'est important. Hein. Bon, il y a des études là-dessus si ça vous intéresse. Leçon de géopolitique de l'énergie, le gaz d'Israël à 10 ans, ça date de 2023, Samuel Furfari, si ça vous intéresse. Il y a une dizaine de pages. Et pour finir, et puis là, vraiment promis, je ne vous embête plus, parce qu'il ne faut pas que je vous embête de trop, il y a trop d'informations, et au bout d'un moment, bah, ça ne marche pas, quoi. Vous savez, si on laisse la Sonatrach gérer toute seule, de façon opaque, c'est-à-dire de façon secrète, tous les contrats de gaz, de pétrole, c'est pas responsable. Il faut absolument que le président de la République fasse voter une loi pour interdire à toute entreprise condamnée pour corruption de travailler en Algérie, première chose. Et la deuxième chose, il faut que le président de la République mette en place un conseil de surveillance avec des militaires et des représentants du peuple algérien, des partis politiques algériens et donc du peuple algérien, des partis politiques algériens, des experts énergétiques, pour surveiller tous les contrats signés par la Sonatrach. Car sinon, ben, il y aura d'autres scandales de corruption. Vous avez bien vu, il y a des influences. La France veut absolument qu'Israël puisse avoir des parts dans le gaz algérien. Et ça, c'est pas acceptable. Et je viens de vous donner des exemples sur la géopolitique du conflit de Gaza. L'Égypte et la Jordanie ne vont jamais soutenir Gaza, jamais. Car l'Égypte et la Jordanie sont partenaires de Tel Aviv, partenaires. Et même l'Égypte, vous savez ce que fait l'Égypte? Elle achète du gaz d'Israël et elle le revend aux Européens. C'est beau ça, non? Donc, il y a le gaz d'Israël, donc du peuple palestinien mesquin, qui va en Égypte. Et là, il y a des usines de GNL, donc qui transforment le gaz naturel donc pour être transporté par un méthanier. Et ensuite, il est revendu à l'Europe. Donc, l'Égypte est devenue sous-traitant du gaz israélien. Et c'est comme ça que l'Égypte gagne de l'argent aussi. Ça fait mal, non? On a de gros problèmes.
الله يجيب الخير. تحية الجزائر. الله يرحم الشهداء وبارك الله فيك.